Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la première vidéo sur le chapitre d'histoire qui concerne l'Empire romain, qui va prendre la suite de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant en classe entière. Alors, c'est la première séance que nous faisons en vidéo, mais ça correspond pourtant à la séance numéro 8 du chapitre, donc on a déjà fait plusieurs séances. Je vous rappelle sur la fondation légendaire de Rome avec Rémus, Romulus qui descendent d'Énée, qui seraient les fils de Mars, etc. On a fait une séance sur les fouilles archéologiques dans la ville de Rome qui ont permis de conclure que le récit de la fondation mis en place par les légendes ne correspondait pas à la réalité. Et du coup, dans une séance suivante, on s'était posé la question de pourquoi les Romains avaient mis en place ces légendes, et on avait vu que c'était pour donner du prestige à la ville, que ça permettait de faire un lien avec les Grecs, que ça permettait de mettre en avant la violence des Romains, parce que c'est un peuple qui fait des conquêtes, qui fait des batailles, etc. Et ensuite, on était passé à une deuxième grande partie, dans laquelle je montre au tableau, c'est la séance 5, la séance 6, la séance 7. Dans cette grande partie, on avait travaillé sur ce qui se passait après la fondation de Rome, c'est-à-dire la conquête de nouveaux territoires par les Romains, pour étendre leur domination. On avait fait une séance sur la guerre entre Rome et Carthage, on appelle ça la deuxième guerre punique, parce que je rappelle que le punique, c'était une langue qui était parlée à Carthage, et il y a eu plusieurs guerres entre Rome et Carthage, mais la deuxième guerre punique est la plus importante des trois, on va dire. Donc on avait étudié ça, on avait vu qu'à la fin de cette guerre, Rome avait pris le contrôle de plusieurs territoires qui appartenaient avant à Carthage, euh, l'Espagne et les îles en Méditerranée comme la Corse, la Sicile, la Sardaigne, et que Rome avait aussi pris le contrôle de l'Italie, pardon, de l'Afrique. La séance suivante qu'on a faite la semaine dernière, on a vu une autre guerre mise en place par les Romains, c'est ce qu'on appelle la guerre des Gaules, avec un général romain qui s'appelle Jules César, qui s'est battu contre les Gaulois, enfin contre plusieurs peuples gaulois, ces peuples avaient choisi pour chef quelqu'un qui s'appelle Vercingétorix, qui a remporté une bataille contre Jules César en 52 avant Jésus-Christ à Gergovie, mais qui, quelques mois plus tard, a perdu une autre bataille contre Jules César à Alésia. Et cette bataille d'Alésia permet à Jules César de remporter la victoire sur les Gaulois, et donc permet aux Romains de développer leur domination sur de nouveaux territoires et d'agrandir encore les territoires qui sont contrôlés par les Romains. On avait fini cette partie en travaillant juste avant la fin de la semaine dernière sur l'armée romaine, comment cette armée était organisée, les armes des soldats, à quoi ressemblait un camp de légionnaires, comment un consul, je vous rappelle que c'est un général romain, peut développer son autorité sur les soldats, le serment, c'est-à-dire la promesse qui est faite par les soldats quand ils s'engagent dans l'armée, etc. Aujourd'hui, on va passer sur une troisième partie. euh, Et pour bien comprendre cette troisième partie, je vous résume ce qu'on a déjà fait. Première partie, on a vu la fondation de Rome. Deuxième partie, on a vu que après la fondation, les Romains vont conquérir de nouveaux territoires de manière violente, donc il y a des guerres. Troisième partie, on va voir comment les Romains mettent fin aux différentes guerres, mettent en place une paix, et sur quoi repose cette paix. Et à partir du moment où ce système est mis en place, comment les Romains font pour organiser les territoires, pour organiser le commerce, etc. Donc grand 1, la fondation de Rome. Grand 2, on l'a terminé aussi, les guerres, les conquêtes, l'armée. Grand 3, c'est ce qu'on commence aujourd'hui. Après les conquêtes, la paix romaine. Là, je vous laisse le temps de faire pause pour écrire le titre. Et quand vous avez terminé, vous remettez sur lecture. Vous pouvez faire pause. Bien, si vous m'entendez, c'est que vous avez terminé d'écrire. Après le grand titre en vert, que vous avez écrit sur une nouvelle page, bien évidemment, vous allez écrire ce titre en bleu. Grand A, l'empereur, la pièce centrale de l'Empire romain. De la même manière que tout à l'heure, vous faites pause, et quand vous avez terminé de faire pause, quand vous avez terminé d'écrire, pardon, vous refaites lecture. Vous venez de terminer d'écrire le titre en bleu.
On va passer à la suite et on va étudier plusieurs documents. Les documents vont être affichés sur la vidéo, mais si vous êtes sur téléphone, l'écran est un peu petit, c'est compliqué de voir les documents. Prenez votre manuel quand c'est possible. La plupart des documents sont dans le manuel et il y en a certains par contre qui ne sont pas dans votre manuel, vous n'aurez pas le choix. Une fois que vous avez terminé d'écouter ce que je vous dis, vous pouvez faire pause pour écrire la définition de empereur à la suite du titre. Vous venez de terminer la définition, vous avez remis lecture, vous venez d'écrire ça. À partir de maintenant, on va commencer à étudier les documents. Donc l'empereur, je rappelle, vous venez de l'écrire, c'est la personne qui dirige l'Empire romain. Ça vient du latin imperator, qui veut dire général victorieux. Et nous allons passer au premier document. Ce document-là, vous ne l'avez pas dans votre manuel, donc il est uniquement sur la vidéo. Comme d'habitude, je vais vous mettre plusieurs questions dans la vidéo, sauf que je vais lire les documents, je vais lire les questions, je vais répondre aux questions. Vous ne copiez pas les réponses, sauf si je vous le dis. Et vous connaissez le système, si la réponse est dans une case bleue, ce n'est pas la peine de l'écrire. Si elle est dans une case rouge, par contre, je vous le répéterai de toute façon, mais là il faut écrire la réponse. Alors, première question. Quelles sont les deux catégories de provinces dans l'Empire romain? On repère dans la partie verte du document qu'il y a des petits personnages et qu'à côté c'est marqué gouverneur des provinces impériales et gouverneur des provinces sénatoriales. Donc on a ici nos deux catégories de provinces. Une province, c'est un territoire contrôlé par les Romains mais qui n'est pas en Italie. Première catégorie, les provinces impériales, ce sont des provinces qui sont contrôlées directement par l'empereur. Deuxième catégorie, les provinces sénatoriales, ce sont les provinces qui sont contrôlées par le Sénat. Le Sénat, c'est l'endroit où certains citoyens romains sont élus pour participer aux lois, pour faire de la politique, et l'une de leurs missions, c'est de gérer certaines provinces. Alors, ça nous amène à une deuxième question. Ces provinces, à la fois impériales et à la fois sénatoriales, par qui est-ce qu'elles sont dirigées? Elles sont dirigées par des gouverneurs. Donc, à la tête de chaque province, il y a un gouverneur qui est mis en place et qui a pour objectif de gouverner, de diriger la province, c'est-à-dire de contrôler l'administration, de contrôler l'armée, de contrôler les finances, etc. Ces gouverneurs, ils peuvent être nommés de différentes manières. Vous avez les gouverneurs des provinces impériales qui sont nommés directement par l'empereur. Donc ils sont fidèles à l'empereur. S'ils font des choses qui ne plaisent pas à l'empereur, l'empereur va les changer l'année suivante et va mettre en place un nouveau gouverneur qui va mieux lui obéir. Donc c'est un système qui permet à l'empereur de contrôler ses provinces. Il choisit des personnes qui lui obéissent pour contrôler les provinces. La deuxième catégorie de provinces, les provinces sénatoriales, elles sont aussi contrôlées par des gouverneurs, mais ces gouverneurs, ils sont nommés par le Sénat. Les gouverneurs des provinces sénatoriales sont nommés par le Sénat. Par contre, attention, ils sont nommés avec l'accord de l'empereur. Comment ça se passe? Ça veut dire que le Sénat va choisir quelqu'un pour diriger la province, et une fois que le Sénat a choisi la personne, il va demander à l'empereur s'il est d'accord. Si l'empereur n'est pas d'accord, à ce moment-là, cette personne ne sera pas retenue. Donc c'est l'empereur qui a le dernier mot, même pour les provinces sénatoriales. Ce système, il permet quoi? Il permet à l'empereur de choisir, au final, tous les gouverneurs de toutes les provinces. Par contre, pour certaines provinces, ça donne un peu l'impression au Sénat qu'ils servent quand même à quelque chose et qu'ils participent à la décision. Donc ce système-là, il permet à l'empereur de contrôler tous les gouverneurs, mais il permet aussi à l'empereur de faire plaisir aux sénateurs en leur donnant l'impression d'avoir du pouvoir, et comme ça évite que les sénateurs se rebellent contre l'empereur. Pourquoi est-ce que l'empereur fait ça? Je vous rappelle que quelques années avant le début de l'Empire, il y a un général qui s'appelle Jules César, qui commence à prendre des décisions qui ne plaisent pas aux sénateurs, et les sénateurs mettent en place un complot pour l'assassiner, et Jules César finit effectivement assassiné. Donc ça va servir de leçon aux empereurs suivants, et les empereurs suivants vont faire très attention à garder les sénateurs dans leur poche, à avoir des bonnes relations avec les sénateurs. C'est pour ça qu'on a ce système qui est mis en place pour éviter que les sénateurs se rebellent contre l'empereur. On passe
à la dernière question sur ce document. Quelles sont les missions des gouverneurs? Et ça, c'est ce que vous avez noté en bas du document. Alors, les gouverneurs, ils vont avoir plusieurs missions dans les provinces. Ils vont maintenir l'ordre et ils vont maintenir la sécurité. Ils vont, pour cela, être chargés de recruter les différents soldats qui vont ensuite être intégrés dans les armées qui seront à l'intérieur de chaque province. Ils vont aussi aider les cités à construire et à entretenir des monuments, c'est-à-dire que les gouverneurs, ils ont une réserve d'argent et ils vont distribuer cet argent, une partie de cet argent chaque année, aux différentes cités de la province pour aider les habitants de ces cités à construire des nouveaux bâtiments ou à entretenir d'anciens bâtiments. Évidemment, les habitants d'une cité, pour recevoir de l'argent du gouverneur, il faut qu'ils soient en faveur du gouverneur. Vous comprenez bien que si les habitants d'une cité passent leur temps à critiquer le gouverneur ne va pas leur donner beaucoup d'argent, voire ne va pas leur donner d'argent du tout. Alors que les habitants d'une cité qui font des monuments sur lesquels ils font des inscriptions qui remercient les gouverneurs, bah là ça fait plaisir au gouverneur, donc le gouverneur va donner plus d'argent. En fait, on a un système qui va inciter les habitants des différentes villes, les habitants des différentes cités, à montrer du respect pour le gouverneur et à montrer du respect pour l'empereur, parce que c'est les habitants les plus gentils, les plus sympas avec le gouverneur qui auront le plus d'aide de sa part. Et c'est également eux qui rendent la justice. Pour résumer, le gouverneur de la province, en fait, il représente l'empereur dans la province. Il gouverne la province à la place de l'empereur. Et évidemment, si on se rebelle contre le gouverneur, ça revient à se rebeller contre l'empereur. Donc ça revient à risquer qu'une armée romaine intervienne dans la ville où les habitants se rebellent. Donc c'est un système qui est organisé pour que les habitants de la province ne se rebellent pas contre les Romains. Ça permet aux Romains de contrôler le territoire. Document suivant, celui-là vous l'avez dans votre manuel. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause pour prendre votre manuel au document 1, page 128. Alors faites attention, je vous ai mis 2 fois la même image, mais vous voyez qu'entre l'image de gauche et l'image de droite, on n'a pas exactement les mêmes informations. L'image de droite, elle est dans votre manuel, l'image de gauche, elle vient d'un autre manuel, et il y a un peu plus d'informations dessus. Alors, première question sur ce document, quel est le personnage représenté sur cette statue? Vous le repérez dans le titre. Le personnage représenté, c'est l'empereur Octave Auguste. Et il est représenté en imperator. On a vu ça tout à l'heure. Imperator, ça veut dire général victorieux. Et ça a donné le mot empereur. Donc là, vous avez une statue qui représente le premier empereur des Romains, qui s'appelle Octave Auguste, et qui est représenté en général. Il a une cuirasse, il a une tunique comme les soldats. Donc il est représenté avec une partie de la tenue des soldats, avec une partie de la tenue des généraux. Le but de cette statue, c'est pas juste de faire quelque chose de joli, c'est de mettre en place différents symboles, différents éléments, qui vont envoyer un message aux Romains. Et on a différents symboles qui sont mis en avant sur cette statue. Si vous regardez dans votre manuel, vous pouvez voir qu'à un endroit de la statue, il y a un sphinx qui est représenté, c'est-à-dire un être mythologique dans la religion égyptienne. Ça représente l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a un sphinx représenté sur la statue? C'est parce que Octave, ou Octave Auguste, c'est celui qui a permis de vaincre l'Égypte et de rattacher l'Égypte à l'Empire romain. Donc représenter le sphinx permet de rappeler que l'empereur a vaincu l'Égypte et l'a ramené dans l'Empire. On a aussi une représentation d'Auguste en train de recevoir les trophées d'un Parthe. Alors, les Parthes, ce sont un peuple qui sont des ennemis des Romains et qui avaient déjà vaincu les Romains avant que Octave Auguste devienne empereur et qui avaient volé des symboles qui appartenaient à l'armée romaine qui avait été vaincue. Quand Octave Auguste devient empereur, il arrive à remporter des victoires sur les Parthes, à récupérer ce symbole, et donc il met ça en avant sur sa statue. C'est une manière de dire qu'il a vengé l'armée romaine qui avait perdu avant lui, et qu'il a réussi à récupérer ce que les Parthes avaient volé aux Romains. On a un autre élément qui représente la Germanie pacifiée, donc ça se correspond plus ou moins à l'Allemagne aujourd'hui. Ça permet de montrer que pendant le règne d'Auguste, pendant le règne d'Octave Auguste, les Romains ont contrôlé un nouveau territoire qui s'appelle la Germanie. Et tout en bas,
On a ce qu'on appelle un amour, qui est dans la religion romaine le fils de Vénus, et ça permet, je vous rappelle, de faire le lien avec Énée, avec un des fondateurs légendaires de Rome. Pourquoi? Parce que Octave Auguste, c'est le fils adoptif de César. Je vous rappelle que César était, selon les légendes romaines, euh, appartenait à la famille des Iuli. Enfin, ça, c'est pas une légende. Il appartenait vraiment à la famille des Iuli, mais selon la légende romaine, la famille des Iuli descendait de Iule. Iule, c'est le surnom d'Ascagne, et Ascagne, c'est le fils d'Énée. Et Énée, c'est un habitant qui a fui la ville de Troie, et je vous rappelle qu'Énée, selon la légende romaine, c'est le fils d'Anchise, un être humain, mais aussi de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté dans la religion romaine. Donc ça, ce symbole de Vénus, ça permet à l'empereur Octave Auguste de rappeler qu'il descend d'une déesse, qu'il est censé descendre d'une déesse qui s'appelle Vénus, par l'intermédiaire d'Énée, de Iule, de César, etc. Vous avez d'autres éléments qui sont représentés. Là, vous regardez à gauche de la vidéo, il y a Apollon sur son char, ça représente la protection des dieux. Et on a aussi une cuirasse et un manteau qui symbolisent les pouvoirs du général. Je vous résume les questions, enfin je vous résume la réponse avec le texte qui est là. Évidemment, il ne faut pas le recopier ce texte. Les différents symboles mis en avant sur cette statue sont le sphinx, pour symboliser la conquête de l'Égypte, le dieu Apollon, pour symboliser la protection des dieux. On a aussi Octave représenté en train de recevoir le trophée d'Éparte pour symboliser la soumission de ce peuple à son autorité. On a aussi la Germanie pacifiée pour symboliser sa conquête de nouveaux territoires. On a une cuirasse et un manteau militaire pour symboliser son pouvoir militaire. Et on a un amour, c'est-à-dire le symbole de Vénus, qui symbolise le lien entre Octave Auguste, César et Énée, qui serait le fils de Vénus. Donc on n'a pas une simple statue, on a une statue d'un empereur avec plein d'éléments, plein de symboles différents qui veulent dire différentes choses. Le but, c'est de rappeler la puissance de l'empereur aux Romains qui passent devant cette statue, parce que les Romains comprennent ce que signifient les différents symboles à l'époque où cette statue est mise en place à Rome. Autre document, et là c'est juste à côté, document 2, page 128, et c'est un document avec des dates sur la vie d'Octave. Alors, ce document, je vous le lis rapidement. 40 avant Jésus-Christ, Octave devient le fils adoptif de César. 31 avant Jésus-Christ, Octave bat son rival, c'est-à-dire son adversaire Marc-Antoine, à Actium. Actium, c'est un endroit en Méditerranée où il y a une bataille entre Octave et Marc-Antoine. 27 avant Jésus-Christ, on avance de 4 ans, Octave reçoit du Sénat les titres d'impérateur, c'est-à-dire de général victorieux, et d'Auguste. Auguste, c'est un surnom qui, jusqu'à ce moment-là, dans la religion romaine, était réservé uniquement aux dieux. Donc, en 27 avant Jésus-Christ, c'est la première fois qu'un être humain reçoit du Sénat l'autorisation de porter ce surnom. Et c'est cet élément-là, en 27 avant Jésus-Christ, qui marque la naissance de l'Empire romain. C'est la première fois qu'un Romain possède en même temps le titre d'impérateur, de général victorieux, et d'Auguste, qui est un titre réservé aux dieux. C'est une façon de dire que les sénateurs considèrent que Octave Auguste, il s'appelle maintenant Auguste et plus Octave, est une sorte de dieu. 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 2 après Jésus-Christ, donc pendant presque 30 ans, Octave Auguste se fait octroyer par le Sénat, c'est-à-dire qu'il obtient presque tous les pouvoirs des magistrats. Donc, il est consul, il dirige l'armée, il dirige la religion, il dirige l'économie, il dirige la politique. Il a plein de titres différents. En 2 après Jésus-Christ, on arrive dans la partie après Jésus-Christ, Octave Auguste va recevoir un nouveau titre, le titre de père de la patrie. La seule personne avant Octave Auguste à avoir reçu ce titre, selon la légende, c'était Romulus. Donc ça va permettre de mettre Octave Auguste, de mettre Auguste sur un pied d'égalité avec Romulus. Et en 14 après Jésus-Christ, on va avoir la mort d'Octave Auguste et sa divinisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mort, les Romains considèrent que son âme a rejoint les dieux et qu'il est devenu un dieu.
et son fils adoptif Tibère lui succède. Alors, première question, quel est le lien entre Octave et Jules César? Avant sa mort, Jules César choisit de faire d'Octave son fils adoptif. Donc Octave, c'est le fils adoptif de Jules César. Deuxième question, que se passe-t-il en 31 avant Jésus-Christ? À ce moment-là, Jules César est mort depuis plusieurs années, et après la mort de Jules César, on va avoir plusieurs Romains qui vont essayer de prendre le pouvoir à sa place. Et parmi les Romains qui essayent de prendre le pouvoir à la place de Jules César, on a son ancien colonel, on va dire, un ancien allié de Jules César, qui va vouloir le venger et qui va essayer de reprendre les différents pouvoirs. Cet ancien allié, il s'appelle Marc-Antoine. Marc-Antoine, il va affronter César parce que César ne veut pas laisser Marc-Antoine obtenir tous les pouvoirs. Vu que Octave est devenu le fils adoptif de César, il veut récupérer les pouvoirs pour lui. Donc Octave et Marc-Antoine vont s'affronter, et c'est Octave qui va remporter une bataille qui va durer plusieurs années, et qui va se terminer par la défaite de Marc-Antoine à Actium en 31 avant Jésus-Christ. Ça permet à Octave d'accéder au pouvoir, et à partir de 31, il n'a plus aucun rival, il n'a plus aucun adversaire. Quels sont les titres reçus par Octave en 27 avant Jésus-Christ et en 2 après Jésus-Christ? En 27 avant Jésus-Christ, Octave il reçoit les titres d'impérator et d'Auguste, un nom sacré en principe réservé aux dieux. Et en 2 après Jésus-Christ, Octave Auguste reçoit le titre de père de la patrie, le même titre que Romulus aurait reçu selon les légendes romaines. Que se passe-t-il en 14 après Jésus-Christ? Octave Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ, donc c'est la mort du premier empereur romain. Il est divinisé, c'est-à-dire que les Romains considèrent qu'il n'est pas vraiment mort, mais qu'il est désormais un dieu. Et le deuxième empereur prend la suite, et le deuxième empereur s'appelle Tibère, et c'est le fils adoptif d'Octave Auguste. Ici, vous avez un autre document de votre manuel, le document 4, page 129. Ce document, je vous lis rapidement ce qu'il y a de marqué en dessous, vous pouvez le lire aussi en même temps que moi si vous voulez. Document 4, Octave Auguste divinisé. Ce document, c'est un camée, c'est-à-dire une pierre fine sculptée en relief, en onyx. Donc l'onyx, c'est une pierre, c'est un type de pierre qui fait 23 cm de large et qui a été fait vers 20 après Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'Octave Auguste est mort en 14, donc cet objet, il a été fait 6 ans après sa mort. D'accord? Après sa mort, Auguste est mis au rang des dieux par un vote du Sénat. On lui rend désormais un culte, comme aux autres dieux. Et il y a quelques erreurs sur cet objet dans votre document, donc je vais les corriger au fur et à mesure pendant la présentation. Cet objet, c'est un camée, pierre fine sculptée en relief, qui a été réalisé vers 10 après Jésus-Christ. Attention, la date qui est sur le document, c'est une erreur dans le manuel, c'est pas 20 après Jésus-Christ, c'est 10 après Jésus-Christ. Et ça change tout, parce que 20 après Jésus-Christ, Octave Auguste, il est mort, mais 10 après Jésus-Christ, il n'est pas encore mort. Donc cet objet, contrairement à l'erreur qu'il y a dans le manuel, il n'a pas été fait après la mort d'Octave Auguste, il a été fait au moment où il était encore vivant. Ce qui veut dire que c'est lui qui a décidé de ce qui allait être fait sur l'objet. Cet objet, il représente l'empereur Octave Auguste entouré de plusieurs personnes, et on va essayer d'analyser ce que ça signifie. Décrivez Auguste, quels objets tient-il, quels vêtements porte-t-il? Alors, Auguste, il porte une simple toge, un simple vêtement sur les genoux. Cela fait référence à la position de Jupiter. Je vous rappelle que Jupiter pour les Romains, c'est comme Zeus pour les Grecs. Donc Auguste est représenté dans la même position que le roi des dieux. Dans cette position, il tient plusieurs objets. Il tient un sceptre et il reçoit une couronne de laurier. Alors, qu'est-ce que ça représente ces objets? Le sceptre, il représente la domination de l'empereur et de Rome sur le monde connu par les Romains. C'est un bâton qui symbolise le pouvoir. Et la couronne de laurier, elle fait référence à la couronne qui était donnée aux généraux après une victoire militaire. Je rappelle que les généraux victorieux, c'est les impérators. Donc ça, ces deux éléments, ils représentent la puissance, ils représentent le pouvoir d'Octave Auguste. Il a un sceptre
qui représente sa domination sur tous les territoires de l'Empire romain. Il a une couronne de laurier qui le représente en tant que général qui a remporté toutes ses batailles et toutes ses guerres, comme quelqu'un de très puissant. Et juste en dessous de lui, vous voyez indiqué en bleu, on a un bouclier. Et Octave Auguste pose son pied sur le bouclier. Le bouclier est par terre, il ne sert plus à rien. Ça signifie que Octave Auguste a mis fin aux guerres qui se sont déroulées entre les Romains suite à l'assassinat de César en moins 44. C'est une façon de dire qu'Auguste a mis fin aux violences entre les Romains suite à l'assassinat de César et que la paix est revenue grâce à lui. Donc là, on a un élément, on a un objet qui représente Auguste, et le but de cet objet, c'est de dire l'empereur Auguste est un empereur qui a remporté toutes ses victoires, et c'est grâce à lui que les Romains connaissent la paix, c'est grâce à lui que vous connaissez la paix. On a d'autres personnages qui entourent Octave Auguste sur ce document. Et on a notamment un personnage qui arrive sur un char, sur la gauche du document. La question, c'est pourquoi est-ce qu'Auguste le reçoit? Alors, ce personnage qui arrive, c'est Tibère. Et Tibère, c'est le beau-fils d'Auguste, parce qu'il a épousé sa fille Julie. Je le dis autrement, Auguste, il a eu une fille qui s'appelle Julie, et sa fille a épousé quelqu'un qui s'appelle Tibère. Auguste, il reçoit Tibère sur ce document, pas juste pour faire plaisir à Tibère, mais c'est une manière de montrer qu'il a choisi Tibère comme son héritier. Cela signifie qu'Auguste souhaite que Tibère soit le prochain empereur. C'est une manière de faire comprendre aux Romains que Auguste a déjà choisi qui devait lui succéder. Donc ça va permettre, une fois qu'Auguste va mourir, d'éviter qu'il y ait de nouvelles guerres avec des personnes qui commencent à dire non, c'est moi qui dois succéder, non, c'est moi qui le préférais, non, c'est moi qui étais son préféré. Non, avant sa mort, Auguste il pense à tout, et il pense à mettre en place des gravures, des statues, etc., qui représentent son successeur pour qu'au moment où il meurt, les gens ne s'opposent pas à Tibère et que la transition puisse se faire rapidement et efficacement. On a d'autres personnages qui sont représentés autour d'Auguste et de Tibère. Alors, ces autres personnages, ils ne sont pas là pour rien. Et pareil, il y a quelques erreurs sur votre document que je vais corriger au fur et à mesure. On a, en vert, plusieurs personnages. On a la déesse protectrice de la ville de Rome, qui porte le même nom que la cité. La déesse, c'est un peu comme les Grecs avec Athènes, si vous voulez. La déesse principale d'Athènes, c'était Athéna. Et bien chez les Romains, c'est pareil. La déesse principale de Rome, elle s'appelle Rome. Et à part cette déesse, on a aussi une représentation de la Terre, donc c'est pas une vraie personne, mais c'est une statue qui permet de représenter la Terre. On a une autre statue qui représente l'océan, qu'on retrouve avec la barbe, et on a une statue tout en bas à droite, qui est un petit peu assise, et qui représente l'Italie, en train de tenir une corne d'abondance. Une corne d'abondance, c'est une corne à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup de nourriture. Alors, ça représente quoi ces différentes statues? Je vous lis le texte au fur et à mesure, et vous essayez de le lire en même temps que moi, dans votre tête, ou à vôtre, si jamais vous voulez, et que vous arrivez. Cela signifie que l'autorité d'Auguste a permis à Rome de survivre aux guerres civiles entre Romains suite à la mort de César et de dominer le monde. La présence de l'oïkoumène, c'est-à-dire de la terre habitée, symbolise l'autorité d'Auguste sur les territoires occupés par les Romains. L'océan symbolise les limites du monde connu, c'est une façon de dire que l'autorité d'Auguste ne pourra jamais être plus grande. L'Italie et la corne d'abondance signifient que les actions d'Auguste ont permis de ramener la paix et la richesse en Italie. Donc là, vous avez un document qui a un objectif particulier. Cet objectif, c'est d'envoyer un message. Et le message qui est envoyé, c'est de dire que Auguste a permis d'améliorer plein de choses pour les Romains et que les Romains doivent être contents d'avoir eu Auguste comme empereur. Il a permis de mettre fin aux guerres, il a permis de remporter beaucoup de victoires, il a déjà réussi à choisir un successeur, il a permis de conquérir plein d'endroits que les Romains ne connaissaient pas, et il a permis aussi de ramener la paix en Italie et de ramener la prospérité en Italie, ce qui veut dire que la paix a permis de développer l'agriculture, l'alimentation, et que les Romains vivent mieux grâce à Auguste
que la façon dont il vivait avant qu'il soit empereur. Donc, c'est un document qui a pour objectif de faire accepter le pouvoir d'Auguste aux Romains. Ça vise à justifier la domination d'Auguste. J'avance sur ce texte, qui n'est pas dans votre manuel, donc vous êtes obligé de rester sur la vidéo. Je vais vous le lire, et pareil, vous pouvez le lire dans votre tête en même temps que moi. Je commence. Quand Auguste eut séduit les soldats par ses dons, le peuple par ses distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix, il commença à attirer à lui l'autorité du Sénat, des magistrats, des lois. Nul ne lui résistait car les nobles recevaient richesse et dignité. On aimait mieux le présent et sa sécurité que le passé avec ses périls. Un nouvel esprit avait partout remplacé l'ancien. Chacun renonçant à l'égalité, les yeux fixés sur le prince, attendait ses ordres. Texte écrit par Tacite, Annales, 2e siècle après Jésus-Christ. Attention, ce texte a été écrit par quelqu'un qui n'a pas vécu à l'époque d'Auguste et qui n'a pas connu Auguste. Présentez le document. Alors, ce document, c'est un texte. L'auteur de ce texte, il s'appelle Tacite. C'est un historien romain. De quelle période date ce document? Il date du 2e siècle après Jésus-Christ. Et de quel livre vient ce texte? Il vient d'un livre qui s'appelle les Annales, c'est-à-dire ce qui a été écrit comme source par les Romains, toute l'histoire romaine. Le sujet de ce texte, c'est Tacite qui est en train de nous expliquer pourquoi les Romains acceptent l'autorité d'Auguste. Vous allez recopier dans votre cahier, à la suite du titre en vert, du titre en bleu et de la définition d'impérator, le petit texte que vous avez maintenant dans la case rouge, et une fois que vous avez fini d'écrire ce texte, vous pensez à l'entourer soit au stylo, soit au fluo, pour montrer la différence avec une trace écrite, parce que là, ce n'est pas une trace écrite, c'est une réponse à une question. Ce document est un texte écrit par Tacite, un historien romain du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce texte provient de son ouvrage Les Annales et explique pourquoi les Romains ont accepté l'autorité d'Auguste. Je vous laisse faire pause pour copier ça, et une fois que vous avez terminé, vous refaites lecture. Bien, vous avez refait lecture, c'est donc que vous avez terminé d'écrire le texte. On va passer à la suite avec 2 ou 3 documents qu'il nous reste encore, et on continue sur celui-là. D'après Tacite, comment Auguste a-t-il pu s'installer au pouvoir? Je vous mets directement la réponse. Quand Auguste eut séduit les soldats par ses dons, le peuple par ses distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix. Là on a la réponse. D'après Tacite, Auguste a pu s'installer au pouvoir car il a séduit les soldats par ses dons, le peuple par ses distributions de blé et tout le monde par les douceurs de la paix, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre en place des choses qui plaisaient aux gens. Donc son pouvoir a permis d'améliorer la situation. À partir du moment où il améliore la situation, les gens n'ont pas envie de s'opposer à lui parce que ça reviendrait à revenir avant, là où c'était moins bien. Donc ça permet de faire accepter son pouvoir aux personnes. Deuxième question. Selon Tacite, à quoi les Romains ont-ils dû renoncer en échange de l'autorité d'Auguste? Alors, on aimait mieux le présent et sa sécurité que le passé avec ses périls, chacun renonçant à l'égalité. Selon Tacite, les Romains ont dû renoncer à l'égalité en échange de la sécurité apportée par Auguste. C'est une manière de dire que avant Auguste, il n'y avait pas d'empereur, donc tous les Romains étaient égaux, il n'y avait pas de chef. Enfin, les chefs étaient élus et ils restaient au pouvoir qu'1 an, il n'y avait pas un empereur qui restait au pouvoir toute sa vie, mais que pendant cette période-là, il y avait des guerres entre les Romains et que c'était mal organisé. C'est une manière de dire que le pouvoir d'Auguste, d'un côté, il a enlevé l'égalité, parce qu'il y a un empereur qui domine les autres Romains, donc il y a quelqu'un qui est au-dessus des autres, tous les Romains ne sont plus égaux, il y en a un qui est supérieur. Par contre, cette suppression de l'égalité, ces pouvoirs donnés à une seule personne, ça a permis à cette personne qui s'appelle Auguste de remporter des batailles et de ramener la sécurité et la paix aux Romains. Donc en gros, là, Tacite, il est en train de nous dire... oui, Auguste c'est un empereur, il n'y a plus d'égalité entre les Romains ne sont plus égaux entre eux, mais c'est pas grave,
Parce que même s'il n'y a plus d'égalité, aujourd'hui il y a plus de sécurité, donc c'est mieux d'avoir un empire dans lequel on est en sécurité, et on est dirigé par quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous, que de vivre dans un pays où on est tous égaux, mais qui ne fonctionne pas bien. Ça, c'est l'avis de Tacite. Alors, je passe à un document suivant que vous n'avez pas dans votre manuel non plus, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Que se passe-t-il en 12 avant Jésus-Christ? Et vous avez la réponse en bas de la vidéo, de l'écran, en bas à droite. Auguste, en 12 avant Jésus-Christ, il obtient le titre de grand pontife. Et grand pontife, c'est un titre réservé au chef de la religion romaine. Il est désormais considéré comme un personnage sacré que tous les habitants doivent honorer. Donc à partir de 12 avant Jésus-Christ, il y a des cérémonies religieuses qui vont être mises en place dans l'Empire en l'honneur d'Auguste. Comment s'appelle ce phénomène? Comment ça s'appelle quand l'empereur est un personnage sacré que les habitants doivent honorer? Vous avez la réponse ici, ça s'appelle le culte impérial. Et ça, c'est une nouvelle notion que vous allez devoir maîtriser. Donc vous allez retourner dans votre cahier, et suite au petit texte que vous venez de faire sur Tacite, vous allez écrire une deuxième définition, la définition de culte impérial. Le culte impérial, ce sont les cérémonies organisées en l'honneur de l'empereur et obligatoires. Cela permet d'habituer les populations conquises à la domination romaine. Je vous laisse faire pause, et quand vous avez terminé, vous refaites lecture. Bien, vous avez fait play, c'est donc que vous avez terminé la définition. On va passer à la suite avec un ou deux documents pour terminer la séance d'aujourd'hui. Nouveau texte que vous n'avez pas dans votre manuel, je vais le lire. Je commence. Par notre Aphrodite Acraïa, par notre Apollon, par le dieu Auguste César, par Rome éternelle et tous les autres dieux et déesses, nous-mêmes et nos enfants, nous jurons d'être à la disposition de Tibère César, fils d'Auguste, et de toute sa famille, de leur obéir sur terre et sur mer, d'avoir de bonnes pensées pour eux, de les adorer, d'avoir même amis et même ennemis qu'eux, d'après un serment d'allégeance des habitants de Chypre au nouvel empereur Tibère. Un serment d'allégeance, c'est une promesse de soutenir l'empereur. Et les habitants de Chypre, c'est une île qui est située en Méditerranée, aujourd'hui ça correspond à la zone entre la Grèce et la Turquie. Et donc c'est une zone qui fait partie de l'Empire romain à l'époque qui nous intéresse. Alors, par qui ce serment est-il fait? À qui ce serment est-il fait? Ce serment, il est fait par les habitants de Chypre, au nouvel empereur Tibère. Je vous rappelle que Auguste meurt en 14 et que son fils adoptif Tibère devient le deuxième empereur romain à partir de 14. Que jurent les habitants de Chypre? Vous avez la réponse ici. Nous jurons d'être à la disposition de Tibère César, fils d'Auguste, et de toute sa famille, de leur obéir sur terre et sur mer, d'avoir de bonnes pensées pour eux et de les adorer. Les habitants de Chypre jurent d'être à la disposition de Tibère, le nouvel empereur, ainsi que de sa famille. Ils jurent aussi de leur obéir et de faire des cérémonies pour eux. Donc c'est un serment, c'est une promesse, dans laquelle ils jurent d'être fidèles au nouvel empereur. Ils acceptent que le nouvel empereur soit Tibère. Comment Auguste est-il considéré dans ce serment? Vous essayez de repérer le mot Auguste, il apparaît ici, par le dieu Auguste César. Ce serment qui a été retrouvé sur une inscription qui date de la période où Tibère était au pouvoir, c'est-à-dire du 1er siècle après Jésus-Christ, cette inscription, elle nous permet de comprendre qu'à cette époque-là, pour les Romains, Auguste était considéré comme un dieu. Donc ça correspond au culte impérial. Une fois qu'il est mort, les Romains le considéraient comme un dieu. Vous allez passer à ce document-là. C'est le document que je vous ai donné la semaine dernière, derrière lequel il y a numéro 1. Donc vous prenez la fiche numéro 1 et vous allez la coller dans votre cahier à la suite de la définition de culte impérial. Je vous laisse faire pause, le temps de prendre votre document et de le coller, et une fois que c'est fait, vous refaites lecture. Vous venez de coller le document, on va le lire rapidement ensemble et je vais vous expliquer les consignes. Vous avez une pièce qui a été faite
par un empereur. Et sur cette pièce, il y a le portrait de l'empereur et il y a des inscriptions autour de son portrait. Alors, je vais vous lire les inscriptions qu'on voit au fur et à mesure. Il est marqué, on commence en bas à gauche, Imperator Traianus Augustus Germanicus Dacius Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Consul 6 Pater Patriae. Donc toutes ces inscriptions, elles donnent des informations sur un empereur qui s'appelle Trajan. Et elles donnent des informations de différentes natures. Vous avez des parties qui donnent des informations politiques, d'autres parties qui donnent des informations militaires et d'autres parties qui donnent des informations religieuses. Vous avez pour consigne de colorier des cases, on va le faire ensemble, mais avant de le faire, vous avez besoin de prendre vos crayons de couleur. Attention, je ne veux pas de feutre, je ne veux pas de fluo, je veux uniquement des crayons de couleur. On colorie au crayon de couleur. Je vous laisse faire pause le temps de prendre votre crayon de couleur, et une fois que c'est fait, on va faire ça ensemble. Bien. Alors, premier tiret, en bleu, coloriez les 3 cases qui montrent le pouvoir politique de Trajan. Je vous les indique, et vous le faites. Si vous avez besoin, vous mettez pause en même temps. Première case qui indique le pouvoir politique, c'est la case avec marqué TRP, qui veut dire Tribunicia Potestate, c'est-à-dire le pouvoir de proposer des lois. Deuxième case qui indique son pouvoir, c'est la case avec marqué COS 6, qui veut dire Consul 6. Il a été consul pour la 6e fois, donc il a été général pour la 6e fois. Cette pièce, elle a été faite à un moment où Trajan était général pour la 6e fois. Dernier élément qui montre le pouvoir politique, la case avec marqué PP, ce sont les initiales de Pater Patriae, ça veut dire père de la patrie en latin. C'est une manière de dire que Trajan est le père de tous les Romains, qu'il est au-dessus d'eux. Donc ça aussi, ça montre son pouvoir politique. Vous changez de couleur et on va passer aux cases qui montrent le pouvoir militaire de Trajan. Les 3 cases qui montrent le pouvoir militaire de Trajan, c'est la case tout en bas IMP pour Imperator, qui signifie général en chef ou général victorieux. Donc là, le général, c'est le chef de l'armée, ça montre le pouvoir militaire. C'est la case GER, l'abréviation de Germanicus. Ça permet de dire que Trajan a vaincu le peuple des Germains, donc il a remporté une bataille contre ce peuple. Et vous avez la case DAC, qui est l'abréviation de Dacicus. Et là, c'est la même chose que Germanicus. C'est une case qui permet de montrer que Trajan a vaincu le peuple des Daces. Et donc, il a remporté plusieurs victoires. Vous changez de couleur, vous passez au crayon vert. Pensez à faire pause si je vais trop vite. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de repérer les cases qui montrent le pouvoir religieux de Trajan. Et là, sur 3 cases, il n'en reste que 2. C'est la case AUG, l'abréviation de Augustus. C'est le surnom de Trajan. À partir d'Octave, tous les empereurs romains reçoivent le surnom d'Auguste. Donc le premier, on l'appelle Octave Auguste ou bien Auguste. Et ensuite, tous les empereurs romains, on va leur donner un nom différent pour ne pas les mélanger. Tibère, Caligula, Claude, Néron, etc. Trajan en fait partie. Et tous ces empereurs vont avoir Augustus dans leur surnom. Et je vous rappelle que Augustus, ça vient de la même origine que augure. Et augure, on avait vu avec Rémus et Romulus que c'était un signal envoyé par les dieux. Donc Augustus, ça fait référence à la volonté des dieux. Un empereur qui s'appelle Augustus, c'est une manière de dire qu'il a été choisi par les dieux pour devenir empereur. Et l'autre case qu'on peut colorier en vert, c'est la case PM pour les abréviations de Pontifex Maximus, qui veut dire grand pontife. Et dans la religion romaine, le grand pontife, c'est le chef de la religion, c'est celui qui organise les cérémonies, qui décide quand est-ce qu'elles ont lieu, comment elles se déroulent. Donc là, on a les 2 cases qui montrent le pouvoir religieux de l'empereur. Cette pièce, elle nous permet de comprendre que les empereurs romains avaient beaucoup de pouvoir et avaient des pouvoirs de différentes natures. Ils avaient des pouvoirs politiques.
Ils proposaient les lois, ils dirigeaient l'armée, ils étaient considérés comme au-dessus des autres Romains. Ils avaient des pouvoirs euh, militaires, impérateurs, et quand ils remportaient des batailles, c'était marqué sur leurs pièces. Ils avaient des pouvoirs religieux. Ils avaient tous le surnom d'Auguste, qui montre qu'ils ont été élus par les dieux selon les Romains. Et ils avaient tous le surnom de Pontifex Maximus, qui montre qu'ils étaient le chef de la religion romaine. Je passe à un dernier élément. Vous prenez la feuille numéro 2, document numéro 2, et vous allez coller ce document à la suite de la feuille qu'on vient de terminer avec la pièce. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez plier le document numéro 2 pour le mettre en bas de votre page. Si vous avez assez de place, tant mieux. Et s'il y a vraiment plus de place du tout, que même en pliant ça ne rentre pas, à ce moment-là, vous prenez une autre page. Mais autrement, vous pouvez plier la feuille. Je vous laisse faire pause pour prendre la feuille, la plier et la coller. Et une fois que c'est fait, vous refaites lecture et on voit la suite ensemble. Bien, vous venez de coller la feuille. J'espère que vous avez pris le temps pour lire un petit peu ce qui est marqué dessus aussi. Et on va maintenant s'intéresser à la consigne, et c'est la dernière activité de la séance d'aujourd'hui. Alors, consigne. Complétez les cases avec les propositions suivantes. Économique, judiciaire, c'est-à-dire la justice, militaire, religieux et politique. Et vous avez là un document qui va permettre de ne pas faire de trace écrite. C'est ce document-là qui va vous servir de trace écrite, qui permet de résumer les pouvoirs des empereurs romains. Alors, on va compléter les cases au fur et à mesure. Et moi, on va le faire au fur et à mesure maintenant, et je vous mettrai le corrigé d'un coup à la fin. L'empereur, il peut juger ou rejuger tous les procès. C'est le pouvoir judiciaire. Je vais avancer vite, c'est pas la peine de faire pause, je vous mettrai les réponses dans 30 secondes. L'empereur, il peut proposer les lois, nommer les sénateurs et les magistrats, nommer les gouverneurs de province. C'est le pouvoir politique. L'empereur, c'est l'impérateur, c'est-à-dire le chef de l'armée, et il nomme les généraux. C'est le pouvoir militaire. L'empereur, il est aussi grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion, et il organise le culte impérial. C'est un pouvoir religieux. Et pour terminer, l'empereur, c'est lui qui décide du montant des impôts, et c'est aussi lui qui contrôle le trésor impérial, donc il a un pouvoir économique. Ce qui veut dire que vous devez compléter votre fiche, de la manière suivante. Les 3 cases du haut, de gauche à droite, vous écrivez pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir religieux. En bas à gauche, vous écrivez pouvoir judiciaire. En bas à droite, vous écrivez pouvoir économique. Et on a terminé la séance d'aujourd'hui. Pour la prochaine séance, vous relisez ce que vous avez copié aujourd'hui, c'est-à-dire la définition d'impérateur, la définition de culte impérial. Vous relisez le petit texte que vous avez écrit sur Tacite, qui doit faire 3 lignes à peu près, que vous avez encadré dans votre cahier. Et à la suite de tout ça, vous avez collé les feuilles numéro 1 et les feuilles numéro 2, et vous relisez le document numéro 1, la pièce avec les pouvoirs politiques, militaires et religieux, et vous relisez ce document-là, le document numéro 2, avec les différents pouvoirs des empereurs. Dans la prochaine séance, dans la prochaine vidéo, on verra comment les empereurs développent le commerce dans l'Empire romain, comment fonctionne le commerce, quels sont les produits échangés, d'où viennent les différents produits, où est-ce qu'ils sont emmenés, par quels moyens ils sont emmenés, comment ils sont distribués, comment tout ça est organisé. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, et bon courage pour les autres cours. Au revoir.